8h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal et au sommaire ce vendredi. La communauté internationale réunie à Brest en France, en ligne de mire, un objectif commun, préserver les océans. Après 2 jours de débat au niveau des experts, le segment de haut niveau de cet événement s'est déroulé aujourd'hui en présence d'une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement. Le Maroc y est représenté par le chef du gouvernement. Le secteur de l'éducation nationale en passe d'amorcer un nouveau virage. Nous ferons focus sur les 3 décrets relatifs au secteur, adoptés hier par le Conseil de gouvernement. À la clé, la résolution de plusieurs dossiers prioritaires. Puis nous ferons escale à Bouskoura où continuent de sillonner les unités de vaccination mobiles. Un service de proximité qui réjouit les habitants des villages riverains soulagés de pouvoir se vacciner sans se déplacer. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de compassion à Sa Majesté le roi Felipe VI d'Espagne suite à sa contamination au coronavirus. Dans ce message, Sa Majesté le roi affirme avoir appris avec une vive émotion et préoccupation la nouvelle de la contamination du roi Felipe VI d'Espagne au coronavirus, lui faisant part de ses sentiments de compassion et ses vœux de prompt et plein rétablissement. Le souverain adresse également au roi Felipe VI d'Espagne et grand ami ses salutations les meilleures, ainsi que l'expression de toute son affection et considération. Direction Brest, la ville au nord-ouest de l'Hexagone, à l'heure du premier sommet international sur les océans. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement y prennent part avec une volonté de parvenir à des engagements en faveur de la préservation des océans. Le Maroc est représenté par le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, qui a mis en avant les progrès réalisés par le Maroc en matière de préservation des ressources halieutiques et de lutte contre la pêche illicite. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Brest, Wissal Mghri et Abdelrahim Filoul. Le commentaire est de Nisrine Hamdawi. Le Grand Bleu, le plus vaste écosystème de la planète qui ne cesse de nous fasciner. Ses richesses sont inestimables, sa biodiversité particulièrement spécifique. Seulement voilà, la faune et la flore marines sont en danger. Le changement climatique et les activités humaines leur portent préjudice. L'heure est à l'action. La communauté internationale accourt au chevet des océans dans le One Ocean Summit. Une grande messe qui réunit à Brest en France une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement. Le Maroc y prend part avec une délégation de haut niveau conduite par le chef du gouvernement. L'occasion de mettre en avant les efforts déployés par le Royaume pour la préservation des ressources halieutiques. La fibre écologique étant omniprésente dans les orientations du Maroc. Grâce au plan halieutique sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ça fait d'énormes progrès par rapport à ça sur l'Atlantique. Maintenant, quand on revient sur la Méditerranée, et on a vu sur l'Atlantique des résultats positifs, parce qu'on a vu des fois des espèces partir, mais avec des plans d'aménagement revenir en force. Le One Ocean Summit, un événement à la hauteur des défis océaniques. Son initiateur, le président français, voudrait parvenir à un accord pour supprimer les subventions qui contribuent à la surpêche et à la pêche illicite, mais pas que. C'est pourquoi nous sommes très fiers de pouvoir tenir ce sommet aujourd'hui où nous allons parler de nos ports, de nos pêcheurs, de nos scientifiques, de nos navigateurs. Nous allons aujourd'hui prendre des engagements. Ce seront les engagements de Brest. Ils vont permettre de consolider des actions utiles, j'en suis convaincu, et un agenda international essentiel pour l'année 2022. Une économie bleue durable peut stimuler le progrès économique et la création d'emplois tout en protégeant l'océan et le climat. La communauté internationale doit redoubler d'efforts pour protéger les océans. La journée a été marquée par l'annonce de la création d'une coalition destinée à faire aboutir un traité international sur la protection de la haute mer, une zone de non-droit écologique actuellement en négociation. Cette coalition regroupe les 27 États membres de l'Union européenne et 13 autres pays, dont le Maroc.
En marge des travaux de ce sommet et toujours à Brest, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a eu des entretiens avec la première ministre de la République de Tunisie, Najla Bouden. Les entretiens ont notamment porté sur les préparatifs pour la tenue de la haute commission mixte. Les deux parties ont également passé en revue de nombreux dossiers relatifs au développement des relations bilatérales. Outre-mer, le Maroc prend part aux travaux de l'Assemblée générale annuelle du Parlement latino-américain et des Caraïbes par Latino. La délégation parlementaire du Royaume au Panama est conduite par le président de la Chambre des conseillers, Nama Meyara. Une visite de travail marquée notamment par l'inauguration de l'espace marocain au siège du Parlement latino-américain et des Caraïbes. Également à l'agenda de cette visite, la tenue du sommet des présidents des unions parlementaires régionales et en Afrique et en Amérique latine et les discussions avec des responsables gouvernementaux et parlementaires des pays membres du Parlatino. Nous vous en parlions hier. Le Conseil de gouvernement vient d'adopter 3 projets de décret relatifs au secteur de l'éducation nationale et de la formation. 3 textes de loi déterminants. Ils viendraient résoudre définitivement plusieurs dossiers prioritaires. Mohamed Aïtlchgar nous en fait le point. Rappelez-vous, le 18 janvier dernier, l'exécutif avait pris des engagements à travers un accord de dialogue sectoriel. Moins d'un mois plus tard, 4 dossiers sont donc définitivement résolus. أولها ملف أطر الإدارة التربوية المتصرفون التربويون. Le premier concerne les cadres de l'administration pédagogique, à travers la définition des conditions d'accès à l'administration pédagogique relevant des centres régionaux, des métiers de l'éducation et de la formation. Le deuxième porte sur l'affectation des lauréats du cycle de l'administration pédagogique de premier échelon, échelle 11, parmi les administrateurs pédagogiques. Le troisième concerne l'affectation en tant qu'administrateur pédagogique à compter de la première année de leur prise de service échelle 11, échelon 1, des lauréats du cycle de la formation des cadres de l'administration pédagogique et des cadres du corps de l'appui administratif et pédagogique et social au titre des années 2015 jusqu'à 2020. Le quatrième et dernier dossier porte sur l'affectation des cadres administratifs exerçant de manière effective des fonctions d'administrateur pédagogique dans un grade correspondant à leur grade initial à compter du 1er septembre 2019. Enfin, pour ce qui est du dossier des enseignants des cycles primaires et secondaires chargés d'enseigner hors leur spécialité d'origine, les dispositions prévoient leur affectation en tant qu'enseignants du cycle secondaire qualifiant, après avoir bénéficié d'une formation spéciale dans les centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation et subi avec succès les examens de sortie. Leur affectation sera effective dans le grade qui correspond à leur grade d'origine en tant que cadre professeur de l'enseignement secondaire qualifiant. Ces enseignants bénéficieront également d'une ancienneté dans le statut de 2 ans, certes sans effet financier, mais elle leur servira dans l'avancement de grade. Le gouvernement souligne en plus que ce dialogue sectoriel se poursuit en vue d'examiner le reste des dossiers inscrits, dont le nouveau projet de statut des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale et celui des cadres des académies régionales de l'éducation et de la formation. Covid-19, alors que la 3e vague se dissipe lentement, la vaccination en mode mobile, elle, s'accélère, particulièrement dans les zones reculées. À la périphérie de Bouskoura, par exemple, un dispositif itinérant sillonne tous les jours les villages éloignés. Notre équipe a suivi l'un de ces véhicules installés à proximité d'Edouard. Vous le verrez, ils étaient nombreux à s'y rendre. Ici un reportage signé Mustapha Ouda Bouchaïb Amari et Dominique Orlando. Sous très bonne escorte, la caravane médicale itinérante qui sillonnait ce matin la petite province de Noisseur en direction de certains douars plutôt isolés. À tour de rôle et à commencer par les personnes d'un certain âge, l'opération de vaccination peut suivre son cours. Il s'agit principalement d'administrer la 3e dose de rappel.
Ils sont venus jusqu'à la maison, nous les remercions. L'arrivée de cette caravane nous facilite vraiment la tâche, en particulier pour les personnes âgées qui n'ont ainsi plus besoin de se déplacer à des kilomètres. Pour l'ensemble des habitants du Douar, la venue sur place de cette caravane médicale est une chance. Peut-être sans elle n'auraient-ils pas fait le déplacement vers Casablanca ou Bouskoura pour compléter leur schéma vaccinal. Nous disposons de 5 unités mobiles sur toute la province de Noisseur. Elles sont très bien équipées. Les sérums sont stockés à bonne température. Le personnel soignant est très bien formé pour également répondre à toutes les interrogations des citoyens. En optant pour la proximité grâce à ces unités mobiles itinérantes, c'est toute la campagne nationale de vaccination qui s'offre les moyens de parvenir à ce noble dessein qu'est l'immunité collective. Place à présent au bulletin quotidien des chiffres Covid. Il affiche aujourd'hui toujours des infections en baisse, 1148. Mais on déplore toujours un grand nombre de décès, 20 pour ces dernières 24 heures. 52 nouveaux cas sévères critiques ont été admis en une journée en Réa, dont 29 intubés. Et pendant ce temps, la campagne vaccinale se poursuit. Le nombre de primo-vaccinés a atteint plus de 24 700 000 personnes. Près de 23 135 000 ont reçu les 2 doses, au moment où plus de 5 63 000 personnes ont bénéficié d'une dose de rappel. Et sous l'ombre du Covid, d'autres pathologies s'éclipsent. C'est le cas pour le rhumatisme. Cette inflammation articulaire toucherait quelques 500 000 Marocains. Pour plusieurs de ces malades, les poussées s'accentuent en hiver. Comment savoir qu'on a le rhumatisme et comment le soulager? Réponse dans ce reportage de Nidal Bouhmalla, Zakaria Moukhinbillah et Oumaima Ramli. Si vous souffrez d'affections douloureuses au niveau des articulations, des os ou des tendons, il est probable que vous soyez atteint de rhumatisme. L'affection peut être aiguë ou chronique et elle est même parfois difficile à diagnostiquer. En temps de froid, les douleurs sont plus intenses, un signal d'alarme pour consulter chez un spécialiste. Je souffre de sensations de froid au niveau du dos. Mon état empire en hiver. J'ai aussi des douleurs au niveau du genou si je fais le moindre effort. J'espère trouver un remède pour me soulager. C'est la première fois que je consulte un médecin. J'ai des douleurs au niveau du bras. Les douleurs se propagent dans plusieurs endroits. Les symptômes diffèrent d'une personne à une autre. En plus d'avoir un traitement adéquat, plusieurs mesures sont recommandées pour prévenir les complications. Contrôle du poids, alimentation saine et exercice physique. Il y a 3 types de rhumatisme. Le rhumatisme inflammatoire, dont le principal aspect est la polyarthrite rhumatoïde. Cette affection peut causer des déformations ou un handicap sur le long terme si elle n'est pas traitée à temps. Le deuxième type est le rhumatisme mécanique lié à l'âge et à l'obésité qui est de plus en plus répandu. Le dernier type est le rhumatisme métabolique, dont notamment la goutte. Pour les spécialistes, les patients atteints de rhumatisme doivent s'habiller chaudement en hiver, faire des exercices des articulations et pratiquer une activité physique. Ceux-ci doivent aussi éviter l'automédication qui retarde le diagnostic et le traitement. Et après l'interruption due à la pandémie, les assujettis au service militaire au titre de l'année 2022 devront bientôt intégrer la prochaine promotion des appelés. L'opération de recensement s'est achevée hier. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Le ministère de l'Intérieur informe les recensés qui ont présenté une demande pour être dispensés du dit service à titre temporaire ou définitif que des comités provinciaux tiendront du 16 au 22 février des réunions pour statuer sur chaque demande. Le ministre de l'Intérieur informe enfin tous les jeunes qui ont achevé les procédures de recensement qu'une réunion sera tenue ce 28 février. Elle devra établir les noms des jeunes de sexe masculin et féminin à partir de la base de données du recensement qui feront partie de la prochaine promotion des appelés selon le classement et les grades nécessaires à leur formation.
Direction Tunis où le clap de fin du 7e Festival Panorama International des courts-métrages a été donné hier. En haut du palmarès de cette édition, le film marocain Aïcha de Zakaria Nouri a remporté le prix de la meilleure réalisation. Le film raconte l'histoire d'une jeune défavorisée qui se bat pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère clouée au lit. Un thème qui n'a pas tardé à séduire le jury du festival. En plus de la qualité des techniques de mise en scène utilisées, un casting tout aussi éclectique. Nisrine Radi joue aux côtés de Najat Sqellit, Soufiq Al-Mouini et Raouf Sabahi. Et de l'art encore pour clore cette édition. Ce soir, nous vous présentons une pièce de théâtre pour le moins étonnante. Pas de script, tout est improvisé à 100%. À l'origine de cette idée, la troupe d'improvisation du Maroc et la fondation Almada. Ombre et lumière, une pièce théâtrale à laquelle a assisté Amine El Amouri et Oumaima Ramli. Goûtez-la! Vous êtes satisfaite, mère? Salle obscure et vêtements noirs. Voilà les ingrédients de cette pièce théâtrale. Aucune préparation pour ces comédiens en herbe. Tout ce qui leur vient à l'esprit, ils le font. Et visiblement, ça plaît. Tu t'assouplis. Tu deviens grave. Le spectacle de ce soir, c'est un spectacle très spécial parce que ça sera une pièce théâtrale entièrement improvisée. Donc, contrairement au spectacle d'impro classique où c'est des petites scénettes de 5 à 10 minutes, là, c'est une pièce minimum de 50 minutes et entièrement improvisée. C'est très interactif car le public choisit les protagonistes. L'acte du comédien dépend totalement des spectateurs. Ils décident du cours de la scène. Nous nous préparons chaque semaine. Sur le tas, on improvise. Mais je ne le suis pas. Alors le château est à toi. Des comédiens qui improvisent et un public qui prend le lead. Ombre et lumière, un spectacle qui vient illuminer les scènes de la Villa des Arts après une période plutôt morose. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? C'est une collaboration qui a maintenant duré depuis 6 ans et on a la chance d'être résident ici à la Villa des Arts. La Fondation Almada nous a soutenus depuis maintenant 6 années et c'est une fondation qui soutient les jeunes artistes, qui est là pour soutenir l'art et la culture et d'autant plus dans cette période difficile qu'a été le Covid. Ombre et lumière, le bien et le mal, le héros et le méchant. Une histoire manichéenne à suivre le 4 mars avec un cast 100% féminin et le 19 mars à la Villa des Arts, à Rabat. Et voilà, c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Iman Ablo ici à la même place, toujours à 18h30. Excellente soirée sur Al-Oula.